Avec professeur Mohamed Barkour, bonsoir. Bonsoir madame. Nous avons choisi dans ce numéro de mettre un coup de projecteur sur ce qu'on a appelé à l'époque, ou plutôt ce que les Occidentaux ont appelé à l'époque le printemps arabe, et que vous préférez, vous, professeur Mohamed Barkour, qualifier de printemps de la discorde. Expliquez-nous. Absolument, ce n'était pas en fin de compte des printemps, c'était plutôt des schémas de déstabilisation par des laboratoires occidentaux, par le biais d'un certain nombre d'acteurs non gouvernementaux, mais aussi par rapport à une certaine volonté de faire du marketing pour des schémas, non pas de stabilité, de prospérité, mais plutôt de création de crise. La discorde, c'est pas seulement entre les États, mais plutôt au sein même des États. Aujourd'hui, quand on lit les 12 années de ce qu'ils appelaient printemps ou révolution, c'était en fin de compte que des crises porteuses de menaces, porteuses d'insécurité, porteuses d'instabilité, et qui ont créé des schémas de déstabilisation, des schémas de reconfiguration. Déstabilisation à l'intérieur des pays et volonté de reconfigurer les régions. Aujourd'hui, on est en face d'échanges de plus d'États. Ce n'était pas seulement la Somalie, mais on a le Soudan, on a le cas de la Libye, le cas de la Syrie, le cas du Yémen. Et on est en face de fortes présences étrangères dans ces pays. Alors nous allons, avec vous, à ce propos, retracer le fil des événements, revenant 12 ans en arrière, pour parler de ce qui a été l'élément déclencheur de ces révolutions. Professeur, il y a eu des mouvements de contestation populaire, mais était-ce réellement le facteur déclencheur de ces révolutions? On a vu, c'est le premier cas de l'éclatement de ces dynamiques sociopolitiques, c'était en Tunisie. Oui. L'élément déclencheur, c'était le Bouazizi. Mais on a vu plus tard l'effet contagion. Le 25 janvier, c'était la Libye. Et puis on a vu le 17 du mois de février, c'était plutôt le 25 mars, c'était l'Égypte. Le 17 février, c'était la Libye. Puis la Syrie et un effet de domino. C'était impressionnant, hein, cette propagation fulgurante à l'époque. Absolument. Mais déjà, en 2011, il y avait beaucoup d'analyses qui étaient alarmantes, mais qui étaient réalistes. Alarmantes parce que les éléments déclencheurs n'étaient pas vraiment objectifs. Ces éléments n'étaient pas ancrés dans des réalités sociales, des réalités économiques, des réalités politiques, mais plutôt c'est l'exploitation de ces dynamiques par un certain nombre d'acteurs. Il faut dire que quand je lis par exemple Noam Chomsky, qui est un éminent chercheur de la gauche américaine, qui parlait de vecteurs non nationalistes en quelque sorte, de ce qu'ils ont. On parle aujourd'hui avec un recul, non pas de dynamique sociale, mais plutôt de schémas exogènes qui exploitaient des éléments endogènes. Le cas tunisien, c'est pas une révolution porteuse de jasmin, mais plutôt une révolution qui a créé les conditions d'une déstabilisation. Quand je parle de l'Égypte, après 12 ans, on est toujours dans des schémas de crise. Quand on voit la Libye, c'est des schémas d'une crise nationale qui est devenue une crise internationale. Donc, ces dynamiques sociopolitiques qui ont été pratiquement un sujet de marketing politique par les Occidentaux, une véritable médiatisation, l'espoir, voire même en Tunisie, 2 acteurs nommés pour le prix Nobel de la paix. Quand on voit en Égypte des acteurs sur les réseaux sociaux aussi devenir des champions du changement, on voit ces relations presque organiques entre des schémas occidentaux et des schémas au sein de ces pays. Et il faut voir aussi, Madame Rim, l'apport d'un certain nombre de pays dans ces changements. Oui. Je parlais par exemple des États-Unis par rapport à l'Égypte, le rôle du Centre Ibn Khaldoun, un certain nombre de relais sur les réseaux sociaux. Je parle de la Syrie, le cas du CNS créé par les Français, présidé par Borhan Ghalioun. Je parle du CNL en Libye, créé par les Français, des BHL présidé par des acteurs de l'étranger. Quand on voit aujourd'hui... c'est une stratégie bien étudiée en amont. Ce sont des stratégies d'exportation de ce qu'ils appellent les révolutions colorées. C'est pratiquement les mêmes schémas qui ont été
à géométrie variable qui ont été exécutés en Géorgie, en Ukraine Oui. Et ailleurs. Oui. Donc il y a des éléments de comparaison. Mais le monde arabe, après les deux schémas de 2003 de Bush par rapport à la création du Grand Moyen-Orient, la société civile, entre guillemets, l'apport d'acteurs étrangers, type Haute-Port, type Open Society et autres, qui ont aussi joué un rôle dans ces éléments de déstabilisation de la configuration. Quand on voit la feuille de route d'Obama, le Caire 2009, c'était aussi cette volonté de faire des changements. Malheureusement, les changements n'étaient pas des changements pacifiques, mais au constitutif, c'est des changements déconstructifs et surtout destructeurs. À ce propos, professeur, et là, partons du point de vue de la vision occidentale, on a souvent associé ces mouvements à l'objectif de mettre en place des gouvernements requérant plus de légitimité, c'est-à-dire ce qu'on a appelé des gouvernements démocratiques. Quelle est votre interprétation sur la notion de démocratie et le lien entre la notion de démocratie et ces mouvements à l'époque? En tout cas, il n'y a pas un seul type, modèle de démocratie, il y en a plusieurs, Oui. même en Occident. Mais aussi la démocratie, c'est la volonté du peuple. Donc ça doit essentiellement émaner de ces convictions partagées par rapport à des solutions endogènes. Ce qu'on a vu dans ces situations, ce n'était pas véritablement l'exportation de la démocratie, comme ça a été le cas pour légitimer les opérations américaines en Irak, c'était la destruction de l'État. C'est la même chose en Syrie et en Libye ailleurs. Deuxièmement, c'est quand on parle de démocratie comme conviction, comme modèle, doit être essentiellement approprié par les citoyens, la notion de citoyenneté. Le changement doit se faire par les citoyens. Ce qu'on a vu malheureusement dans ces pays, c'est l'utilisation de concepts, de narratifs, leur surmédiatisation, mais en vérité, ce n'était pas vraiment des schémas de changement, ni démocratique, ni citoyen. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la décomposition systémique des États, oui. Un peu partout, mais aussi une déstabilisation chronique au niveau de plusieurs États. À lire ce qui a été écrit post-2011, c'est essentiellement une double volonté, premièrement, de donner un sens au schéma de déstabilisation parrainé par l'Occident, mais aussi donner un sens à ces attentes des citoyens par rapport à plus de justice distributive, à plus de participation politique, à plus de stabilité. L'équilibre se fait normalement par justement une logique proactive oui. Au niveau des citoyens, donc élections, l'égalité en matière de choix, mais surtout une volonté de créer des conditions pour une stabilité systémique des États. Aujourd'hui, Madame Rim, le monde entier reconnaît au moins deux choses. Que la logique des changements n'était pas des logiques basées sur l'essence de l'État. Et deuxièmement, ces déstabilisations étaient aux dépens de l'État, donc ça a créé des crises qu'un certain nombre de pays sont en train de confronter, d'essayer de régler. Le cas libyen, ce n'est pas un cas atypique dans ce sens, oui. Mais plutôt un cas où les volontés occidentales avaient utilisé des concepts basés sur le droit de la démocratie, le concept de la responsabilité protégée, mais l'objectif, c'était essentiellement la fin d'un régime et la fin d'un État. Alors, vous avez évoqué l'enjeu qui était de restructurer, si vous voulez, la carte géographique de la région. Si on devait, professeur, s'attarder sur chaque cas, le cas en guise de comparaison, pour comparer le cas libyen du cas égyptien, est-ce qu'il y a une différence ou un point de convergence entre les différents cas? Je dirais que ce qui a préservé l'Égypte, l'État égyptien, c'est essentiellement la nature du système politique, oui. Où l'armée et les services de sécurité ont un rôle prépondérant. Ce qui a préservé la suite de l'effondrement de l'État, c'est aussi l'armée et les services de sécurité. Ce qui a fait que la Libye vit une situation presque de non-État, c'est l'absence d'institutions.
La Libye n'a pas connu d'élection depuis 1965, n'a pas son système politique est totalement atypique, avec une pyramide inversée, avec des institutions qui ont pratiquement vécu une situation non pas d'instabilité, mais plutôt de débâcle. On a vu l'effondrement des institutions politiques, judiciaires, mais surtout militaires, ce qui a créé deux choses, un vide en matière de gouvernance, mais aussi une prolifération d'armes et de groupes armés, ce qui a créé les éléments de conflagration au sein de ces États. Aujourd'hui, même si l'Égypte vit des situations d'après-choc par rapport aux crises de janvier 2011, elle continue à être stable sur le plan systémique. Oui. Elle essaie de se rechercher sur le plan économique, contrairement à l'État, à la Libye, qui est en train de se rechercher en tant qu'État. Donc il y a deux choses qui sont différentes. La Syrie, c'est une situation totalement différente. Vu sa position géopolitique, vu ses alliances, disons, sécuritaires stratégiques avec l'Iran notamment, avec la Russie, c'est une guerre civile internationalisée. C'est le seul cas depuis 1936, depuis la guerre en Espagne, qu'on voit autant d'acteurs non gouvernementaux dans cette crise, plus de 30 000 combattants étrangers venus de plus de son État. Une situation où ce pays est devenu pratiquement un champ de conflit entre des acteurs géopolitiques mondiaux, la Russie et les États-Unis, régionaux, la Turquie et l'Iran, par exemple. Et c'est là, je crois, qu'on a vu le plus l'impact, si vous voulez, de ces ingérences étrangères dans le cas syrien. On le voit. Même pour la Libye. Même pour la Libye, même pour le Yémen. Mais en Syrie, comme je disais, c'est une situation qui est totalement différente des autres. C'est grâce à la centralité des institutions militaires de sécurité que cet État continue à faire ce qu'elle peut pour défendre à la fois le territoire et les institutions. Mais on voit dans ce pays une présence étrangère très visible, à la fois les Russes dans deux bases militaires, à Tartus sur le plan naval et à Hmimim sur le plan aérien, mais aussi une présence au sol de militaires turcs, de militaires américains, une présence d'Iraniens, une présence de Hezbollah et d'autres acteurs. Et c'est le pays qui a connu, premièrement, le développement des nouvelles logiques terroristes, qui étaient Daesh, avec des relais assez importants à l'extérieur, mais aussi avec une volonté de se propager dans la région et se projeter ailleurs. Le cas de la Tunisie, qui a été vu comme un modèle, comme un succès au tout début, quelle est votre lecture sur le cas tunisien actuellement, professeur? J'estime que la Tunisie a connu plusieurs transitions, pas une seule transition, et les choix dans la transition n'étaient pas nécessairement justes. Dans des situations de démocratisation, il faut toujours prendre en compte les réalités socio-politiques et historiques de ces pays. Un pays qui a été toujours géré, gouverné par des régimes entre guillemets autoritaires, Bourguiba, Ben Ali, se retrouve avec un système politique où le parlementarisme était un choix, même peut-être que ce choix n'était pas le choix nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, déjà on a vu à plusieurs reprises des situations de conflit entre l'exécutif et le Parlement. Et on s'est retrouvé, en fin de compte, avec un gel de ce Parlement. Deuxièmement, c'est la Tunisie, fragile sur le plan économique, c'est aussi une fragilité qui crée des éléments de dépendance avec impact sur les choix politiques. Troisièmement, c'est très important, c'est la place qu'occupe la Tunisie dans un contexte sécuritaire. C'est pour ça que la Tunisie avait accepté, lors de la visite de feu président Kais Saied à Washington, le statut de membre, d'allié majeur non membre de l'OTAN, offrant en conséquence le territoire et les facilités pour les Américains dans ce sens, vu la proximité à la Libye. Mais j'estime que les choix dans tous ces pays doivent être des choix souverains, premièrement, mais aussi des choix citoyens,
par le dialogue, par la construction de consensus, mais aussi par des procédures démocratiques, élections, capables de créer des institutions crédibles, légales, mais surtout légitimes. C'est par ce biais qu'on pourrait créer un nouveau contexte de stabilité systémique de l'État, mais aussi apporter un nouveau souffle à ces attentes de leur population. Alors 12 ans après, professeur, de ce que vous avez appelé le printemps de la discorde, on s'interroge pourquoi ce processus a, si vous voulez, a concerné certains pays et pas d'autres. Je crois que les schémas étaient des schémas globaux qui visaient tous les pays, hormis quelques pays, les 8 monarchies, il faut le dire. Oui. Et que ces pays, il y a des pays qui sont plus résilients et d'autres qui le sont moins. Des pays qui ont des structures institutionnelles solides et d'autres qui n'en avaient pas. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a des variantes dans ces printemps de la discorde. La variante tunisienne, c'était par un changement politique, vu que l'armée est une armée que je pourrais qualifier de deuxième catégorie, non pas sur le plan de la légitimité, mais sur le plan des capacités. C'est les catégorisations d'un certain nombre d'indices internationaux, mais c'est parce que c'était la police politique qui gérait la sécurité intérieure et la sécurité nationale. Les choix, c'était des choix de changement politique en ouvrant un certain nombre de pistes de déstabilisation par l'inclusion de radicaux dans ces schémas de transition, ce qui a permis aussi la production d'un certain nombre d'acteurs d'exportation de ce radicalisme. J'ai parlé de ces 30 000 combattants étrangers en Syrie. Plus de 10% étaient d'origine tunisienne. Mais aussi, on a vu dans ce schéma, c'est le problème de construction de consensus autour d'institutions de la stabilité, non pas d'institutions de la représentation, parce qu'en fait, la représentation a créé les éléments de la déstabilisation. Aujourd'hui, la Tunisie est plus fragile qu'en 2011, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et sur le plan politique. On le voit, on voit ce qui se passe actuellement en Tunisie en matière de crise de légitimité des institutions, donc avec des perspectives qui ne sont pas nécessairement positives. Alors, j'allais justement vous demander, est-ce que on va dire, vous avez parlé de facteurs exogènes qui ont provoqué ces mouvements, professeur. Est-ce qu'on peut dire que ceux qui ont provoqué ces mouvements ont réussi leur pari 12 ans après? Ils ont réussi, premièrement sur le plan de la reconfiguration du monde arabe. Il y a une reconfiguration du monde arabe sur plusieurs points. Il y a plus de pays qui sont aujourd'hui des acteurs importants dans les stratégies occidentales, notamment américaines. On a aujourd'hui pratiquement 8 pays sur les 22 qui sont classés comme alliés majeurs non membres de l'OTAN. Deuxièmement, il y a cette dislocation entre le Maghreb et le Mashraq par la Libye. Il y a aussi plus de normalisation. On est passé de 2 à 6. Et troisièmement, les États qui étaient des acteurs du panarabisme sont pratiquement soit en situation de démembrement, le cas du Yémen et le cas du Soudan, mais aussi le cas de fragilité, voire même de déchéance, c'est le cas de la Libye et de la Syrie. Donc aujourd'hui, si on fait une lecture objective du monde arabe 12 ans après, c'est un monde arabe plus fragile, plus fragmenté, et moins capable à produire un schéma consensuel autour des crises auxquelles ce monde arabe est confronté. Après ce désastre dont vous parlez, est-ce qu'on peut parler d'une prise de conscience populaire? Est-ce le monde arabe est épargné par d'autres mouvements à venir? Il faut dire aussi, Madame Rim, que ces labos producteurs de schémas ne vont pas s'arrêter, parce que ça fait partie
de la production d'opportunités géopolitiques. Le monde aujourd'hui vit un instant historique dans ces mutations. On est en phase de transformation du système. Notre région, malheureusement, est une région, objectivement parlant, est une région de compétition stratégique entre les grandes puissances et les puissances émergentes. Donc il y aura plus de conflictualité. Ça, c'est le côté, les avantages. On peut parler d'avantages? Il n'y a pas d'avantage. Aujourd'hui, c'est qu'on sera davantage un terrain de confrontation, de volonté et d'intérêt des puissances. Ce qui veut dire que les risques de déstabilisation sont toujours là. Plusieurs pays seraient menacés par d'autres schémas de déstabilisation. J'estime que la Libye doit sortir de cette crise par la construction de consensus, mais la construction de consensus aujourd'hui n'est pas possible vu déjà la prolifération de schémas de déstabilisation par des acteurs occidentaux, mais aussi par des acteurs de la région. Et deuxièmement, il y a absence de consensus autour de la nature même de l'État. En Tunisie aujourd'hui, il y a aussi cette situation où il y a plusieurs ingrédients de la déstabilisation que les frères et sœurs tunisiens doivent prendre en compte pour préserver l'État et pour aussi apporter les changements nécessaires pour un renforcement de leurs institutions. Donc, si je comprends bien, professeur, on n'est pas épargné par de nouveaux mouvements dans un monde où les réseaux sociaux connaissent une accélération, une propagation importante, quand on sait que les réseaux sociaux ont été déclencheurs aussi de... C'est un vecteur de déstabilisation. De ce qui s'est passé ce n'est pas le seul. En 2011. Ces vecteurs sont instrumentalisés dans des schémas de déstabilisation. Très bien. Aujourd'hui, notre région est perçue différemment par les différents acteurs. Pour la rive nord de la Méditerranée, on est une zone d'extension, notamment sur le plan commercial et économique, mais surtout par rapport à une volonté de projeter leur influence par des schémas, par des idées et par des volontés d'imposer des choix type de système politique, type de normes, etc. Pour les États-Unis, on est un couloir stratégique. Couloir stratégique, c'est pour ça qu'il y a plus de bases militaires. Sur le pourtour de notre pays, il y a 10 bases militaires américaines, juste à nos frontières. Donc on a aujourd'hui déjà une présence pérenne dans le pays du Golfe. On a une présence en Syrie. On a des accords stratégiques avec l'Égypte. Mais le troisième point, c'est que la confrontation de volonté, c'est par rapport à ces acteurs du monde d'avenir, de la géopolitique post-2040, la Chine par exemple, l'Union européenne, la Russie, les États-Unis dans la région. Alors, dernière question, professeur, est-ce que le monde occidental peut vivre ce qu'on a appelé donc le printemps arabe dans le contexte actuel? On a vu ce qui se passe en Ukraine, ce qui s'est passé en Ukraine, et c'est les conséquences de ce qu'on vit actuellement. Non, pour l'Occident, pour les acteurs importants de ce monde, principaux de ce monde, c'est important qu'ils puisent dans les opportunités actuelles. Il y aura la déstabilisation crée des opportunités pour le reste du monde, mais ça crée des éléments d'incertitude, d'instabilité pour nos pays, pour nos citoyens. Oui. Et c'est pour ça que toujours il y a cette responsabilité de prendre conscience de ces enjeux, mais aussi prendre en compte les changements à venir qui ne sont pas nécessairement favorables à nos pays. Merci, professeur Mohamed Berkour, pour cette analyse. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.